Paul Pearsall, qui est aussi docteur en philosophie et psychoneuroimmunologue, né à Hawaï et qui a collaboré avec les meilleurs organismes de recherche psychologique, de recherche en cardiologie et aussi dans le domaine de la santé mentale aux États-Unis, nous raconte un fait très curieux. Il présente une thèse révolutionnaire. Cette thèse est dirigée par le docteur Gary Schwartz et la docteure Linda Rasek, tous deux psychologues, psychiatres. Elle travaille à l'université de Harvard en tant que conseillère en santé mentale psychologique. Lui a apporté une grande contribution à l'étude de la psychiatrie, de la psychologie, de la médecine en tant que professeur dans certaines universités américaines. Il considère que la créature humaine est constituée de l'un des organes les plus extraordinaires connus au monde. Jusqu'alors, le cerveau était considéré et est toujours un facteur essentiel de la vie humaine, de la vie animale. Leur proposition traite d'un organe tout aussi important, non seulement psychologiquement, physiologiquement, mais surtout émotionnellement parlant, vu sa transmission d'énergie et le but auquel la vie l'a destiné. Il se réfère au cœur. Faisant une analyse des 4 forces qui régissent l'univers, l'électricité, la gravité, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, les 2 experts proposent une 5e force. La force vitale subtile, connue dans l'histoire sous diverses dénominations. Le docteur Paul Pearsall déclare que cette force génératrice de la vie peut être appelée, faute d'un terme plus compatible, la force V subtile ou force vitale subtile en charge de la vie. Et il raconte comment cette force exerce un grand pouvoir dans notre existence en rayonnant du cœur. Le cœur n'est plus considéré comme une simple pompe qui envoie le sang dans tout le corps des plus petits vaisseaux aux grandes artères. Dans une analyse physiologique, ce muscle qui se met à battre spontanément dès le 25e jour de gestation, avant même que la femme ne se sache enceinte, bat 100 000 fois par jour et 40 millions de fois par an sans interruption. Il est chargé non seulement d'irriguer la vie, mais aussi de la conserver, d'offrir de plus amples horizons, nous permettre d'avoir une réalité agréable, ou tout au moins favorable à notre existence. Être moins malade. Le docteur Pearsall raconte que brusquement, alors qu'il vivait une belle carrière, il commença un jour à perdre ses forces. Il avait l'impression d'être en train de mourir. Il ne pouvait dire exactement ce qui se passait.
Il souffrait d'agitation organique et de troubles mal diagnostiqués. Il effectua une série d'examens et après être passé par plusieurs spécialités, ses collègues lui dirent que c'était le stress, le résultat d'un épuisement émotionnel qui provoquait cet anéantissement des forces. Tandis que son cerveau y réfléchissait, quelque chose lui disait que ce n'était pas ça, ce qu'il interprète comme étant la voix du cœur. Conformément à la vieille pensée de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il sentait dans son monde intérieur que quelque chose de très grave se passait et que cela allait le priver de son existence physique. Pendant 2 ans, il erra parmi les meilleurs médecins de son cercle universitaire et tous étaient unanimes et disaient qu'il n'avait absolument rien. Au bout de 2 ans, chaque jour empirant, il dit à son médecin « Mon cœur me dit que je suis très malade. Et j'écoute mon cœur. Dans les moments difficiles, je ralentis mon cerveau et j'écoute mon cœur. Et mon cœur me dit que mon cas est très grave, mais je ne vais pas mourir de ce problème. » Les collègues lui disaient toujours « Tu es un scientifique, tu es un homme qui pense avec un cerveau, tu es cartésien, tu raisonnes sur des faits. Et les laboratoires nous ont donné des faits. Mais j'exige une recherche plus approfondie, principalement dans la zone axiale. J'aimerais faire une scanographie de cette région. Car je sais qu'il se passe quelque chose de très grave. Et le collègue lui dit, juste pour te rassurer et pour t'ôter ce doute, nous ferons ce que tu demandes. Il se soumit donc à cet examen. Et pendant la tomodensitométrie qui se reflétait dans le viseur, il nota que ses collègues et les infirmiers eurent un choc, car ils détectèrent une grosse tumeur qui allait lui ôter la vie. C'était une tumeur à la hanche avec des cellules cancéreuses. Il s'agissait donc d'un lymphome avec un facteur aggravant. Les ganglions lymphatiques étaient totalement compromis. Le résultat était désespéré. Ses collègues lui dirent que la mort était inévitable. Il avait perdu trop de temps, un temps précieux. Mais il ne se laissa pas abattre. La logique cérébrale est qu'avec une tumeur de cette nature, il ne retrouverait pas la santé, mais son cœur lui disait qu'il allait encore vivre longtemps, car il n'avait toujours pas accompli une tâche qui dépendait de son séjour sur la terre. Cette tâche grandiose était d'écrire un livre pour inciter les gens à prendre soin de leurs sentiments, à écouter leur cœur, être rationnel, mais en même temps aller au-delà de la logique, en identifiant le langage des cellules, leur historiographie composant l'organisme et surtout
les cellules du cœur, qui se met à battre dans ce tas de cellules, un ensemble logique. Et soudain, grâce à une impulsion électrique héritée de la mère, il se met à battre. Et à l'âge adulte, a déplacé 8 litres de sang dans le corps à une vitesse incomparable. Sans interruption, pour préserver la vie. Alors cet organe lui disait qu'il allait vivre. Il demanda à ses médecins de préparer un plan de rétablissement et il se soumit à une thérapie énergique initiée par la radiothérapie. Il aurait ensuite 3 longues sessions de chimiothérapie. Il subirait aussi une greffe de moelle osseuse et pesait même 48 kilos. Quotidiennement, alors qu'il était sous le coup de la thérapie sévère, il était pesé. Et comme chaque fois il avait moins d'énergie, il était plus maigre, un appareil spécial le sortait du lit et le pesait. Un type de levier spécialement préparé à cet effet. Mais les jours les plus désespérants, il écoutait son cœur qui lui disait que sa vie n'était pas encore finie, qu'il devrait changer d'attitude envers lui-même. Et il commença à se rendre compte que chaque fois que sa femme s'approchait de lui, elle dégageait une étrange énergie qui le revitalisait et quittait lentement la zone du cerveau et commençait à ralentir le rythme cardiaque. Plus tard, il se rendra compte que dans l'univers, tout est rythme cardiaque. Les biorhythmes profondément étudiés par la psychologie, des rythmes universels, à la pulsation de l'univers lui-même jusqu'au pompage du sang, maintenant en une moyenne de 72 à 75 battements pour les hommes et de 74 à 80 battements pour les femmes, est sans aucun doute un organe qui pense. Il y a un héritage de nature cellulaire dans lequel les nouvelles cellules, résultat de la mitose, de la division, acquièrent la connaissance de celle qui meurt. Cette mémoire passe de cellule en cellule afin de ne pas interrompre le rythme de la vie. Et il s'est aussi aperçu que cette étrange énergie pouvait sortir de lui et même stimuler les machines qu'il utilisait pour survivre. Normalement, le patient cancéreux regarde l'appareil à rayon X avec ressentiment et même avec une certaine colère, car il sait que le rayonnement qui lui donne peut-être la vie en tuant les cellules malades est aussi l'instrument d'un message de mort, car il tue un grand nombre de cellules saines. Il se mit donc à parler à la machine avec son cœur, en lui témoignant sa reconnaissance pour son rayonnement qui lui donnait la vie. Et continuant ses soliloques, un jour, dans la pénombre, derrière les murs en plomb, se trouvait une infirmière qui lui demanda
Mais pourquoi vous arrive-t-il quelque chose que je ne remarque pas que je ne remarque chez aucun autre patient? La plupart, sinon la totalité de ceux qui viennent en radiothérapie sont dans un état dévastateur. La machine cale, les résultats prennent du temps, la dégénérescence organique résultant de la radiothérapie est toujours plus grave. Mais avec vous, tout va très bien. Tout est très sain. Et sa voix était étouffée par l'émotion. Ce à quoi il répondit: j'ai découvert que nous ne sommes pas qu'un tas de cellules. Nous sommes une énergie qui est dans tout l'univers. Cette énergie que les Indiens appellent prana. Je préfère l'appeler énergie vitale subtile, que nous captons, que nous dégageons. À partir de là, bien qu'affaibli, il poursuivit son dialogue avec l'infirmière qui lui dit qu'il n'était pas rare que les patients lui inspirent une compassion infinie et que dans les moments où elle ressentait de la tendresse pour les patients, tout fonctionnait bien. Et quand à la maison elle était nerveuse, irritée ou stressée, tout allait mal. Après la greffe médulaire, étant dans une zone de greffe cardiaque et cardio-pulmonaire, il commença à parler à voix basse dans le noir avec les autres patients, leur disant tout ce qu'ils pouvaient faire pour eux-mêmes s'ils écoutaient leur cœur. Il fallait pour l'instant abandonner le totalitarisme cérébral, faire le silence intérieur pour écouter son cœur. Les conversations devinrent très animées. Certains infirmiers qui y participaient commençaient à donner leur avis. Ils n'avaient pas le courage de le dire publiquement, ouvertement, car cela conduirait certainement à des situations pénibles, désagréables, car leurs collègues, les médecins, l'hôpital, en déduiraient qu'ils étaient psychopathes et les éloigneraient même des patients pour éviter qu'ils les influencent de manière superstitieuse, car leur conduite devait être pratique, rationnelle. Après 2 années de thérapie agressive, qu'il reçut avec une infinie tendresse, tout en remerciant Dieu l'opportunité d'être devenu cancéreux à une heure où la science pouvait l'aider, il alla donner une conférence. Nous ouvrons une parenthèse. Lorsque nous sommes malades aujourd'hui dans n'importe quel domaine, nous sommes plus chanceux que nos parents de 50 ans en arrière, car l'évolution de la science médicale, de la pharmacologie, a été si grande que nous avons des ressources pour soulager nos douleurs ou pour éradiquer nos maladies. Si nous remontons au XIXe siècle, nous verrons les morts atroces de personnes qui souffraient même d'infections mineures. Les infections majeures étaient insupportables. Heureusement, nous avons déjà une batterie de produits pharmaceutiques, de psychothérapie, de thérapie alternative rendant notre qualité de vie bien meilleure qu'auparavant. Une fois rétabli, disions-nous, il donna une conférence à des médecins, des psychologues, psychiatres, psychanalystes et professeurs d'université
À cette occasion, il présentait la recherche du docteur Gary Schwartz et de la docteure Linda Rasek. Il y a une énergie qui sort de nous. Et de l'avis des trois scientifiques, cette énergie naît dans le cœur par son rythme vibratoire. Elle se dilate et occupe tout l'organisme. Il présenta la thèse, démontra par exemple que Freud avait détecté cette énergie, mais il la nomma libido, que Wilhelm Reich, le grand psychologue, avait aussi identifié la même énergie, seulement qu'il l'avait appelée orgone, que Reichenbach, qui fit des expériences notables de paranormalité, l'avait appelée force odique. Les soufis l'appelaient baraka, les théosophes force vitale, depuis que Paracels l'avait découverte. Pour Louis de Gavani et Franz Anton Mesmer, cette force se relevait du magnétisme animal. On pourrait maintenant dire qu'ils affirmaient qu'il existe une cinquième force dans l'univers. Depuis 1857, le spiritisme a identifié cette force sous le nom de fluide cosmique, l'ancien éther cosmique, que la science de la physique quantique ressuscite de nos jours comme une réalité existante dans l'univers. Au fur et à mesure qu'il parlait, il se rendait compte que le public semblait stupéfait, exprimait de la surprise. Mais ce n'était pas un reproche, ce n'était pas une attitude de rébellion, c'était plutôt des applaudissements silencieux. Quand une psychiatre demanda à prendre la parole au cours des questions, car elle voulait raconter une expérience. Son expérience se produisit dans son laboratoire de psychothérapie lorsqu'elle accueillit une fillette de 8 ans qui avait reçu le cœur d'une autre fille qui avait été assassinée. Cette fillette de 8 ans avait été amenée par ses parents, car après la greffe, malgré son état de santé physiologique, elle commença à éprouver de grands tourments lorsqu'elle dormait. Elle faisait des cauchemars, elle rêvait d'un homme pervers, poursuivant une fillette. Elle pouvait parfaitement voir son visage, ses habits, sa rage, dominé qu'il était par la colère. Elle se réveillait en hurlant, et malgré le réconfort de ses parents, ce cauchemar se répétait. Et elle commença à se dire que le cœur qui battait dans sa poitrine appartenait à une fille qui avait été assassinée. Car elle voyait le tueur, comment il avait attaqué l'enfant et l'avait tué. Elle éclatait en sanglots, causant une grave inquiétude à ses parents. Ils l'emmenèrent voir une psychologue, qui était aussi psychiatre. Au début, elle se dit que les idées délirantes étaient le résultat des médicaments forts et puissants que le greffé prend pour éviter le rejet. Ces substances chimiques très puissantes produisent une dissociation cérébrale dans le domaine de la personnalité. Et elle avait des délires
qui était naturel, parce que quand quelqu'un reçoit une transplantation cardiaque, il commence à avoir un sentiment étrange que l'autre corps est à l'intérieur du sien. Et cela semble altérer complètement la psychologie, la façon d'être de la grande majorité des greffés. Mais ce cas était spécial. Soumise à une analyse minutieuse, recevant le réconfort de ses parents et de sa psychiatre, dit la docteure, la jeune fille insistait à dire qu'un homme la poursuivait, non pas elle, mais la propriétaire du cœur qui était en elle. L'histoire était si logique, les détails, le lieu, les habits, les raisons qui avaient poussé le tueur à commettre ce crime que la psychiatre décida de contacter la police pour savoir qui avait été la donneuse. Et c'était vraiment une fillette qui avait été assassinée. Comme la révélation était parfaite, la police, recevant même le nom du bandit, n'eut aucun mal à le retrouver. Et grâce au cœur qui battait dans sa poitrine, l'assassin de sa donneuse fut découvert. Une fois terminé son récit, dominé par les larmes, l'émotion était si forte de trouver un fait de cette nature dans son laboratoire de psychiatrie qu'elle eut du mal à livrer le récit, ce qui la fit fondre en larmes. Comment un cœur peut-il garder le souvenir de la tragédie qui avait frappé la personne à qui il avait appartenu? Quel était le mystère de ces cellules conservant la mémoire d'un événement tragique au point de la transmettre à un corps avec lequel elle n'avait aucun lien, tout en étant momentanément en régime d'accueil? L'émotion qui s'empara de l'auditorium fut grande. Et comme personne n'avait de questions à poser, et presque tout le monde était ému, le docteur Paul Pearsall se leva et proposa de dire une prière. C'était une étude scientifique de psychiatrie et de psychologie en référence à ceux qui avaient reçu des greffes d'organes. Mais ce moment s'était transformé en un instant de la plus haute élévation spirituelle. Il commença à prier pendant qu'un groupe hawaïen jouait une musique sur le cœur. La proposition du docteur Pearsall est que notre cœur pense, entre guillemets. Ce n'est pas seulement un organe qui pompe le sang, mais c'est un organe qui a sa propre psychologie. C'est pourquoi on dit que certains ont un bon ou un mauvais cœur. Les infirmières racontaient que souvent elles pouvaient percevoir que certains médecins étaient des hommes avec un bon cœur. Quand ils arrivaient, les patients allaient mieux, parce qu'ils dégageaient cette étrange énergie V. Et naturellement, les patients allaient mieux. Ils souriaient, ils avaient meilleure mine. Alors qu'avec d'autres, les patients empiraient en leur présence. Et peu après leur départ, ils semblaient déprimés, comme s'ils dégageaient quelque chose de toxique, de morbide, que les patients assimilaient et qui nuisait à leur santé, à leur rétablissement. Un jour, recevant un de ses patients, il lui raconta une histoire très curieuse d'un jeune médecin
qui avait une grand-mère de 92 ans. Il disait que cette grand-mère était l'un des êtres les plus spectaculaires au monde. C'était une femme avec un bon cœur. Quand elle arrivait, elle générait toujours du bien-être. Non pas qu'elle fût loquace, bavarde, car cela pouvait être une façon d'évacuer ses conflits, mais elle dégageait une certaine sérénité. Quand ses petits-enfants et sa famille lui rendaient visite, elle s'occupait de tout et faisait comme si personne n'avait de problème. Tout le monde l'entourait et plus personne n'avait de problème. Les heures passées en sa compagnie étaient très agréables et il repartait magnétisé d'une aura de joie de vivre, d'une satisfaction peu commune. C'était le rayonnement de son bon cœur. Puis, la femme d'un médecin raconta que son mari était un homme avec un mauvais cœur. Avec un tempérament difficile, il était toujours de mauvaise humeur. Et elle lui avait créé un surnom qui, traduit en français, donnait l'acronyme suivant: STM, sujet très mesquin. À peine rentré à la maison, il se plaignait. Si la lumière était allumée, il râlait et l'éteignait. Si les flammes du poêle s'éteignaient, il le notifiait et rouspétait toujours. Il était si désagréable que dès qu'il arrivait, même le chien quittait la pièce pour ne pas subir le rayonnement de sa mauvaise humeur. Le docteur Pearson analyse ces gens qui ont toujours un mot déprimant, rabaissant, une conception négative, pessimiste. Quelle belle journée ensoleillée aujourd'hui, par exemple, mais il fait horriblement chaud. Ils ont toujours quelque chose de dérangeant à ajouter. Mais quelle merveille, cette science! Et ces missiles intelligents. La personne est de mauvais augure et souvent elle est méchante. Elle se complaît car comme elle n'attire pas l'attention par des valeurs éthiques bienveillantes, elle se fait remarquer par ses attitudes mesquines, si bien qu'elle dit: mais je suis comme ça, franche. Je suis vraiment comme ça, je n'aime personne, je n'apprécie personne. C'est un STM. Alors, à la maison, voyez s'il y a un STM pour ne pas oublier ce qu'est un sujet très mesquin. Ça peut aussi être un sujet féminin, bien sûr. Il n'y a pas que des hommes. Cette colocation l'a amené à observer les différences entre le cerveau et le cœur. Le cerveau est territorial. Le cerveau est la boîte de commandement. Il est très attentif. Et ses caractéristiques diffèrent complètement du cœur. Le cœur n'est pas territorial. Grâce au flux sanguin qu'il envoie à travers tous les capillaires, artères et vaisseaux, il est non local. Il parcourt sans cesse le corps et s'extériorise par des vibrations. Quelle est l'âme du cerveau? La froideur, le calcul, le raisonnement. Et l'âme du cœur? L'amour, l'affectivité, la compréhension, la tendresse, la coparticipation. Les biologistes ont cherché à comprendre le mécanisme cellulaire. Comment le neuroblaste, la première cellule, sait-il, entre guillemets, comment organiser un corps animal ou humain? Comment se peut-il que cette fatalité biologique
soit si bien programmée et que les cellules, en se multipliant, remplissent des besoins en générant des fonctions. Si nous regardons le neuroblaste au microscope, on voit que sa composition est conforme à celle de n'importe quelle autre cellule. Au fur et à mesure qu'elles se divisent, certaines changent soudain de structure et deviennent des cellules osseuses. D'autres se transforment en cellules qui deviendront des cheveux, d'autres des ongles, d'autres de l'émail pour les dents, d'autres pour l'élasticité de cette pompe qui fonctionne pendant presque 100 ans, sans défaut, sans interruption. Et le cœur ne vieillit pas. C'est une pompe qui ne vieillit pas. Il peut être affecté par des troubles émotionnels, par une usure congénitale, par certaines maladies. Mais sa structure biologique ne vieillit pas. Comment cette cellule peut-elle produire des neurones cérébraux, des cellules spéciales pour les communications électrochimiques spécialisées? C'est comme si nous plantions une graine de jacquier et qu'au fur et à mesure de sa croissance, nous récoltions des raisins, des bananes, des oranges, des poires, des papayes, de la graine d'origine. Cet atavisme, selon les chercheurs de la cinquième force, vient de cette énergie que nous, spirites, dirions provenir du corps de plasma biologique, désignation donnée par les Russes, et modèle d'organisme biologique par les parapsychologues. Il y a comme un moule, et à mesure que les cellules entrent dans le moule, elles s'accouplent et acquièrent la forme qui, dans ce cas, serait la fonction et le but. À mesure que celles qui ont déjà atteint leur but meurent, celles qui viennent héritent de tout le patrimoine. Les cellules mémoire qui naissent, dégénèrent, meurent. Mais les données, les informations sont transmises. Qui d'entre nous ne se souvient pas de faits qui se sont produits dans l'enfance? Des bonnes personnes, moins bonnes, et d'autres mauvaises qui étaient avec nous, des personnes aimées et d'autres craintes. La mémoire des événements. Où sont ces informations? Se trouvent-elles dans la constitution des quelques milliers d'atomes qui forment la cellule neuronale? En réalité, elles se trouvent dans l'énergie qui se situe au niveau cérébral de la mémoire. Et même quand le cerveau est endommagé, le patient commence à ressentir dans la région du cœur ses souvenirs, parfois même décérébrés. Soudain, il acquiert une luminosité étrange dans ses yeux. Il reconnaît quelqu'un, mais il ne peut communiquer, car l'appareil est interrompu. Il reconnaît le bien ou le mal, manifeste de la joie ou de la terreur. Ceux qui ont été victimes de crimes odieux et qui ont eu des problèmes cérébraux, si le criminel entre pour les visiter, ils impriment sur leur visage la terreur qu'ils ne peuvent exprimer. La thèse biologique moderne c'est que ces cellules ont des mémoires et des expériences qui ont été menées en laboratoire. Par exemple, ils ont prélevé des globules blancs et des leucocytes d'un patient et les ont placés
dans un appareil spécial pour pouvoir faire l'expérience d'une grande démonstration. Ces leucocytes ont été placés dans un tube à essai relié à un appareil polygraphique très sensible pour capter leurs vibrations. Ces leucocytes ont été emportés à une distance de 90 km et le donneur a été emmené dans une pièce pour regarder un film sur Mère Teresa de Calcutta. Et en assistant à la vie de cette missionnaire de l'amour et de la charité, il avait des émotions que les leucocytes enregistraient et le polygraphe traduisait cette excitation. Mais s'il regardait des films de sexe explicite ou de violence criminelle, les leucocytes réagissaient dans le sens opposé, montrant l'émotion qui s'irradiait du cœur. Comment est-ce possible? Quel est le mécanisme de cette télécommunication, de ce message transcendantal, sinon par l'énergie? Platon l'a déjà dit. Lorsque deux objets ou deux personnes entrent en contact, où qu'ils aillent, il y aura toujours un contact, une télécommunication. Les Japonais, en 1970, ont fait une curieuse expérience sur une île perdue dans l'océan Pacifique. Ils ont appris à un singe nommé Ima à laver la patate douce avant de la manger, car les singes mangeaient toujours les pommes de terre avec de la terre sale et en jetaient la moitié. Donc les scientifiques ont appris à Ima à laver la pomme de terre avant de la manger crue. Et Ima, à son tour, a enseigné aux autres singes comment ils devaient procéder chaque fois qu'ils en arrachaient pour les laver dans la rivière. Ils ne mangeaient donc sur cette île que des pommes de terre lavées. C'est ce qu'on appelle le code du centième singe. Ils enseignaient jusqu'au singe numéro 100. Une fois le centième atteint, il n'était plus nécessaire d'enseigner. Tout le monde avait appris. Personne ne sait comment. Et partout au Japon et partout dans le monde, tous les singes qui mangent des pommes de terre les lavent d'abord avant de les manger. Voyez quelle chose précieuse. On apprend à l'humanité à lire par milliers, milliards, et personne ne transmet rien à personne. Comme l'être humain a du mal à apprendre, Ima a changé la structure comportementale, sociologique de l'alimentation des singes grâce à cette énergie appelée très justement énergie V. Et cette énergie, selon lui, qui est dans toutes les cellules, mais qui est pompée par le cœur, est dans l'univers. Nous aussi pouvons l'appeler d'énergie spirituelle à ses origines. David Bohm, le grand prix Nobel de physique, établit que nous sommes plongés dans ce contexte d'une force universelle qui nous génère, d'une force universelle que nous pouvons transmettre. Cette précieuse contribution de la cinquième force, telle qu'elle se présente dans l'univers, est d'abord acceptée dans le domaine médical, puis un peu en physique, pour entrer plus tard dans l'histoire sociologique et culturelle de l'humanité. La force vitale, la force V subtile, l'énergie du cœur. Voyons à quel point cette énergie du cœur est extraordinaire. Helen était une femme très heureuse. Elle avait 26 ans.
Elle avait un fils de 3 ans. Et soudain, elle se sentit de nouveau enceinte. Pour éviter le conflit du deuxième enfant, elle se mit à dire à Matthieu, son garçon de 3 ans, qu'il allait avoir un petit frère. Quand elle apprit que c'était une fille, elle dit à Matthieu qu'il allait avoir une petite sœur. Il posait sa main sur le ventre de sa mère, le caressait et chantait une mélodie à sa petite sœur. Les mois d'une grossesse admirable et saine s'écoulèrent, mais un beau jour, elle commença à avoir des contractions toutes les 5 minutes, toutes les 3 minutes, et surgit un problème grave. Et elle fut transportée à l'hôpital en urgence. La sirène de l'ambulance se déclencha et elle alla directement en chirurgie. Le bébé était sauvé, mais il était très faible. Il fut placé en couveuse, en soins intensifs, et ils passèrent une semaine d'angoisse. Kellen rentra chez elle et rendait visite à sa fille quotidiennement, mais elle empirait. Quand les médecins lui dirent finalement qu'elle ne survivrait pas, elle rentra chez elle où elle trouva son mari et ils commencèrent à préparer les funérailles du bébé. Depuis plus d'une semaine, 10 jours, la chambre était prête à la recevoir. Ils entrèrent dans la chambre en pleurant pour préparer l'enterrement de la petite. À cet instant, Matthieu entra et dit « Maman, je veux connaître ma petite sœur. » Mais les enfants ne peuvent pas entrer dans l'unité de soins intensifs. Je veux la connaître. La mère émue se dit qu'elle lui manquerait pour toujours, cette petite sœur qu'il ne connaissait pas et qu'il aurait tant aimé connaître. La mère décida de l'emmener. Mais comme il était très petit, elle l'habilla en donnant l'impression qu'il était un peu plus âgé. Ils partirent. Une fois arrivés, l'infirmière dit « L'enfant ne peut pas entrer. Il devra entrer, sans cela il ne sortira pas d'ici. » L'infirmière dut céder. Alors ils entrèrent. Ils le prirent par la main et il regarda sa petite sœur dans le berceau, entourée de tubes, pâle, mourante. Il la regarda avec une grande émotion et dit en chantant « Tu es mon soleil. Et le soleil ne peut pas disparaître. Si le soleil s'éteint, l'obscurité vient. Tu es mon soleil. » La petite trembla. La mère remarqua le changement. Elle regarda l'infirmière et Matthieu continua à chanter. « Tu es mon soleil. Tu ne peux pas partir. Si le soleil s'éteint, il y aura de grandes ténèbres. Ne me laisse pas dans le noir. » Le bébé commença à changer de rythme respiratoire. La mère dit à Matthieu de chanter plus. Et il chantait et la petite frémissait. « Chante plus, mon fils. Pose la main sur son petit corps. » Et il s'appuya contre la couveuse et il chanta, chanta. Et elle respirait. Puis, elle se calma et s'endormit à un rythme normal. Le jour même, les tubes furent retirés et 4 jours plus tard, elle rentrait chez elle, grâce à la chanson du cœur de Matthieu, ce profond sentiment d'amour. L'énergie que dégageait Matthieu avait suffi à la rendre infiniment heureuse et à lui sauver la vie. Dans Ouvrier de la vie éternelle, un livre psychographié par l'apôtre
Chico Xavier, il y a un chapitre qui raconte la désincarnation d'une grande personnalité de la ville de Rio de Janeiro, une médium extraordinaire qui utilisait un pseudonyme. Cette dame créa plusieurs maisons pour enfants et quand vint l'heure de sa désincarnation, comme elle était très aimée, les enfants, les collaborateurs, autour de son lit, lui envoyaient des vibrations d'amour. Quand le docteur Bezerra lui rendit visite, ce qu'il faisait habituellement, il dit « Améliorons-la » en réponse à l'appel de tous. Il canalisa de l'énergie fluidique vers la patiente qui visiblement se sentit mieux. Tout le monde se détendit et sortit. Alors il dit « Il est temps de la libérer, de la désincarner, car l'énergie qui la maintenait en vie avec amour pouvait maintenant être interrompue. Il est si courant de dire « Mon patient allait bien, allait mieux et brusquement il est mort », car dès qu'il allait mieux, notre esprit s'est déconnecté. L'énergie que nous canalisions, peut-être sans le savoir, a cessé de faire battre son cœur. Et la mort vient naturellement. Sur ces énergies découvertes par les pionniers de la 5e force, certains scientifiques ne sont pas d'accord, mais ils doivent se rappeler que lorsque Pasteur a présenté les micro-organismes, les premiers microbes, au milieu du XIXe siècle, les médecins de la Sorbonne l'ont expulsé parce qu'il n'était pas médecin. Il n'avait pas de diplôme. Comment avait-il pu trouver des bestioles volantes, invisibles? Et aujourd'hui, plus personne n'a de doute sur les micro-organismes, les microbes, les virus, etc. La première réaction est celle de l'incrédulité, car notre intolérance, notre présomption, qui croit tout savoir grâce à notre cerveau froid et rationnel, nous arme pour rejeter toutes les idées qui menacent la forteresse de notre sécurité. Car les nouvelles idées nous dérangent, nous sortent de notre commodisme, nous angoissent même, intellectuellement. Il a donc été établi que le cerveau est porteur de 5 sophismes. Il se présente avec des manifestations variées d'arrogance qui sont des thèses complètement fausses. La première aberration du cerveau est que le monde extérieur est contre moi. Presque tous, nous sommes victimes du monde, oubliant que nous sommes le monde. Le monde est contre moi. Tout le monde est contre moi, si bien que nous sommes contre le monde entier. Car le monde, les choses, les gens, les faits sont en mouvement constant et le cerveau se défend. Dans la boîte crânienne, son château inamovible, essayant de placer les autres là et moi ici, dans mon île de plénitude. Et c'est une aberration. Le monde n'est pas du tout contre nous. C'est nous qui manquons de valeur pour affronter le monde. Deuxièmement, le cerveau fait que nous ressentons de la culpabilité. Cette culpabilité qu'on a appelée conscience de culpabilité est bifurquée. Tout ce qui m'arrive de mal est de ma faute. Tels sont les individus masochistes. Ils aiment souffrir, alors ils trouvent un mécanisme. Voyons comme il fait chaud, c'est ma faute. Si je n'étais pas venu, ça aurait été un moment fantastique. C'est de l'auto-culpabilité. Il y a aussi ceux qui sont masochistes, et c'est toujours la faute des autres.
Vous avez vu le temps? C'est à cause de l'atmosphère chargée de la couche d'ozone. C'est de sa faute. Le cerveau engendre toujours un mécanisme de culpabilité. Et nous avons ce sophisme. Non, il fait chaud car c'est encore une période de chaleur. Les changements de température du fait de divers facteurs, surtout la pollution, fait que nous avons chaud. Et quand nous n'avions pas de pollution, nous avions très froid. Quand on avait beaucoup de forêts et peu de béton, peu de constructions en fer qui absorbent la chaleur et l'irradient, c'était aussi un climat horrible. La pluie ne s'arrêtait jamais, le froid n'en finissait pas. Bref, la culpabilité du cerveau est présente. Le troisième sophisme du cerveau est le travail. Toujours travailler car c'est gratifiant. Si on ne travaille pas, on n'a pas de projection sociale. Nous abandonnons tout pour garder un travail en quête de compensation. Ce n'est pas le plaisir de travailler pour le plaisir de travailler. Alors, quand on propose à quelqu'un qu'il soit bénévole, il répond « Moi, travailler sans gagner, ce n'est pas logique. Voyez vous-même cette belle montre, maintenant elles sont atomiques et sans pile. Les solaires, on les met au rebut. Alors, je vais travailler, mais je veux ma compensation. J'ai déjà une maison avec piscine, une très belle villa dans un bel endroit, sur une plage merveilleuse. Je veux aussi une Mercedes. Ça ne me ferait pas de mal d'avoir une Mercedes, car après tout, on est sur Terre pour travailler. Comme on disait dans le passé, il faut devenir le plus important de l'entreprise, même si c'est pour finir licencié. Alors, comme il n'a plus sur qui faire peser sa présomption, sa projection, il fait semblant d'être malheureux. Ah, je suis vieux, je ne suis plus bon à rien. Vieux avec des greffes de cheveux, je ne sers plus à rien. C'est encore le cerveau de la culpabilité. Donc, on devrait travailler avec un mécanisme thérapeutique. Le travail est une proposition de vie et ne doit en aucun cas affecter notre existence négativement. La compensation ne doit pas toujours être économique et financière, mais gratifiante. Produisant des hormones du cœur, d'énergie V, transmises à quelqu'un. Il y aura une compensation pour celui qui, ayant travaillé toute sa vie, à présent retraité, consacre ses jours à faire le bien. Plusieurs connaissances et amis me disent « Si j'allais travailler, j'exigerais un salaire très élevé, car mon temps maintenant est le résultat d'années d'expérience apprises à me battre. Et pour me plier à la discipline, j'exigerais un prix très élevé. Voilà pourquoi, moi, je le donne, car ce qui est donné a un prix incalculable. » Ces aberrations sont donc très curieuses. Le quatrième sophisme est que je peux changer les gens. C'est un sophisme. Je vais l'épouser et je vais arrêter de boire. Et il va arrêter de boire. Une fois avec moi, il va arrêter la drogue. Or, 2 ans plus tard, elle se drogue aussi, car notre préoccupation est de changer les autres. Il la regarde et dit « Une fois épousée, j'arrangerai ça. Elle sera comme je veux. J'ai une technique. » Et 3 mois plus tard, soit ils sont séparés après de terribles disputes, soit il est contrôlé par elle. Quand il va respirer, elle dit « Plus bas, retiens ton souffle. » Car nous voulons contrôler les autres. Mais pourquoi voulons-nous tout contrôler? Laissons les gens vivre en liberté. Mais les gens n'aiment pas ça. C'est curieux, c'est une autre erreur du cerveau. Si nous laissons les gens libres, ils adoptent de telles attitudes qu'il faut les arrêter. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être libres. Ils ont l'habitude de se divertir et ils pensent qu'être libre, c'est extrapoler les limites parce qu'ils n'ont pas le sens de l'équilibre, jusqu'où ils peuvent aller. J'ai l'habitude de dire en langue bayanaise, si je te donne la main, tu veux immédiatement le pied. Et si on se montre généreux, la personne croit pouvoir prendre certaines libertés.
Mais cela a une limite. Donc c'est un sophisme de notre cerveau, ce souci de changer les autres. Si nous aimons quelqu'un, acceptons-le tel qu'il est, d'autant plus après 50 ans de vie commune. Mais je dois le changer? Non, qu'il meure sans changer, car on ne change pas les autres. Si l'un est habitué à ce que l'autre change, l'autre est habitué à ne pas changer. Ce sont donc les 4 erreurs du cerveau que je conclus avec la 5e. Frustration, pour le cerveau, signifie agression. Alors, j'ai un plan, et ce plan va m'enrichir. S'il ne marche pas, je me révolte, car je me sens agressé. C'est une erreur. La frustration est le résultat de quelque chose qui ne s'est pas produit. Personne n'a été attaqué. Si je veux sortir avec quelqu'un et la personne ne veut pas, je n'ai pas été agressé par elle. Si elle dit « Non, je ne t'aime pas », juste ça. Mais je t'aime, je suis amoureux. Et alors, c'est toi qui es amoureux. Profite, souffre, meurs. L'autre n'en a rien à faire. Mais nous voulons nous imposer. C'est tellement courant. Il y a quelques jours, à Curitiba, une dame m'a dit « Monsieur Divaldo, ma fille a été abandonnée par son mari. Il ne veut plus d'elle, mais elle le veut quand même. C'est naturel, elle s'est attachée et se sent frustrée. Elle l'aime à sa manière, mais il ne l'aime pas, il veut un autre genre, ou il a un autre besoin biologique, ou il a eu un autre comportement. Remerciez Dieu d'avoir rompu. Oui, il aurait pu la tuer, et il ne l'a pas fait, comme cela arrive tous les jours. Dieu merci. C'est un drame maintenant, mais ça aurait pu être une tragédie plus tard. Elle passera quelques semaines, quelques mois en dépression, sous le coup de l'angoisse. Mais son cœur rajeunira quand elle trouvera quelqu'un d'autre. Et elle en trouvera un autre? Faites le vœu, je ne peux pas le garantir. Ce n'est pas une prophétie, comme quand la femme meurt. Le mari entre dans une profonde dépression jusqu'à la prochaine qui se présente. Le mari meurt et sa femme ne veut voir personne. Si elle en voit un, elle l'attrape et ne le lâche plus. C'est une bénédiction de Dieu. Avez-vous déjà imaginé mourir comme au temps des indigènes? Dans certaines tribus, les femmes devaient mourir avec leurs défunts et étaient enterrées avec eux. Imaginez la tragédie. Elle me regardait, alors je dis « Donnez-moi son nom et son adresse. » Je demanderai à Dieu de bénir les bons esprits pour aider à diminuer ses souffrances. J'ai trouvé que ça devait être terrible. J'ai même été émue et j'ai été pris de charité. J'ai reçu tous les autres avec joie et je suis partie. Le lendemain, elle est revenue. « Souvenez-vous de moi? »« Oui, très bien, vous étiez là hier. » « Mais dites-moi, votre fille est-elle bien plus résignée? »« Non, monsieur, c'est tout le contraire. Maintenant, je vais tout vous dire. » Elle a reçu une révélation, elle devait se marier. C'était sa mission sur Terre et elle devait avoir des enfants. Et qu'en est-il de sa mission maintenant? Elle a au moins 30 ans, elle s'est mariée une fois, a divorcé et pourra se remarier avant 50 ans. C'est peut-être dans son karma de se remarier et d'avoir des enfants. Ma mère avait 42 ou 43 ans quand elle m'a eu. Elle a donc au moins 15 ans devant elle. Mais monsieur Divaldo, et sa mission, d'abord, ce n'est pas moi qui ai parlé de mission. Il faudra demander à celui qui l'a dit. Les gens disent n'importe quoi et après, c'est à nous de donner des explications. Non, allez-y et demandez. Il a aussi dit que j'ai un obsesseur. Allez-y et demandez quoi faire pour le supprimer. C'est lui qui doit l'ôter. Mais si l'un dit « et je l'ôte » et on en met un sur moi, voilà les aberrations du cerveau. Les gens qui disent cela sont sans cervelle, ils n'ont pas de cœur, car ils mentent. Et génèrent de terribles attentes.
Maintenant, elle est terrifiée à l'idée d'avoir perdu sa mission, en plus de perdre son mari. Écoutez, elle n'a pas perdu la vie, madame. Mais Monsieur Di Valdo, c'était... Ne me dites pas qui c'était. Restons éduqués. Mais c'est une personne importante. Alors Dieu est de notre karma. Votre fille est bonne. Oh oui, elle l'est. Oui, monsieur. Eh bien, son karma est d'autant plus sublime. Dieu l'a préservée d'un mauvais mari. C'est d'autant mieux. Et si elle veut un mauvais mari? Oh, Dieu ne la laissera pas faire, car elle ne mérite pas de souffrir. Elle subira la perte, mais pas les abus du mauvais mari. Voyez, ma sœur, tout le monde a pour mission de se marier et d'avoir une famille. Qui ne la souhaite pas? Qui ne le souhaite pas? Certaines qui, par choix, préfèrent une autre famille ne sont pas frustrées, mais aiment une autre famille. Toutes les filles sont nées avec cet objectif, tous les garçons. Donc, cette révélation n'est pas si importante, c'est juste une aide, un stimulant. Il vaut mieux que votre fille n'ait pas perdu la vie, ni sa mission, ni l'occasion d'avoir un autre mari. Elle n'a rien perdu. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Nos erreurs cérébrales sont donc très curieuses. Quand quelque chose ne va pas, nous croyons être agressés par le monde. En fait, beaucoup de choses ne marchent pas aujourd'hui pour notre bonheur de demain. Marcel Proust a eu l'occasion de dire « Apprends à aimer ce que tu as et arrête d'aimer ce que tu veux ». Nous allons maintenant faire notre pause. Le dictionnaire américain Webster définit l'esprit comme étant la substance de toute chose. Le principe vital, la force animatrice de la vie, et il est fascinant de constater que la définition du Webster correspond pleinement à la vision de la doctrine spirite. Alain Kardec a demandé avec beaucoup de justesse « Qu'est-ce que l'esprit ?» Comme on peut le lire à la question 23 du livre des esprits, les guides de l'humanité ont répondu « L'esprit est le principe intelligent de l'univers. » Nous avons vérifié que cette force V, cette cinquième force, est une extériorisation de quelque chose de pensant. Donc, du principe intelligent de l'univers. C'est l'énergie à travers laquelle voyage l'esprit causal, qui produit les effets en conséquence. Peu après, à la question 76 du même ouvrage, Alain Kardec demande « Quelle définition peut-on donner de l'esprit? Ce sont les êtres qui peuplent l'univers en dehors du monde matériel. Esprit sera désormais écrit avec un E majuscule, l'individualité. Chaque fois que nous nous référons à l'être, ce self de Jung, l'être pensant, l'être intégral, nous serons dans la vision de l'esprit. Je suis fasciné par ces acquis de la science. Lorsqu'ils convergent vers la doctrine spirite, confirmant les postulats du monde transcendantal. Lorsque la docteure Dana Zohar a établi que nous avons un quotient spirituel basé sur des expériences de laboratoire, il a été constaté que dans les terminaux neuronaux et dans nos lobes frontaux, il y a une luminescence quand on prononce le nom de Dieu.
comme pour dire qu'est inhérente en nous cette présence de la divinité. Car à chaque fois que le nom de Dieu est énoncé et que ces patients réalisent une expérience de topographie avec émission de positons à partir de l'électroencéphalogramme, il y a une réaction psychologique et physique face à une action éminemment émotionnelle. Les expériences menées à partir de 1995 à l'Université de Los Angeles ont prouvé que la créature est plus qu'une simple masse cellulaire. Cette masse cellulaire qui pense, a une identité, a des souvenirs, est dirigée par l'être spirituel. Alors, la docteure Dana Zohar a établi qu'on a un QS, car on avait déjà le QI identifié par Alfred Binet et Théodore Simon, qu'on avait un QE identifié dans les années 95 comme notre coefficient, comme notre quotient émotionnel, grâce à des psychologues qui ont trouvé le champ de l'émotion cérébrale. Maintenant, la docteure nous dit que nous avons un QS, un quotient spirituel. On utilise la lettre S d'origine anglaise pour spirituel et pour éviter 2 QE en portugais. Donc nous avons le QE, le quotient émotionnel, et le QS, le quotient spirituel. Certes, ce n'est pas une preuve de Dieu en nous, ni de Dieu dans cette aire cérébrale, mais c'est une évidence de notre antériorité causale et d'une réalité transpersonnelle recommandant le développement spirituel face au développement éminemment intellectuel, qui rend les individus très rationnels, mais peu émotionnels. Et en développant ce QE, les individus seront plus émotionnels, moins intellectuels. Pourquoi ne pas développer le QS qui assure le développement intellectuel, émotionnel de la créature? Allan Kardec, qui avait déjà fait référence quand il parlait du développement de l'intellect moral, en 1857, cet intellect moral englobe l'émotionnel et l'être spirituel que nous sommes. Avec la nouvelle proposition de la mémoire cellulaire du Dr Pearsall, le Dr Pearsall a eu l'occasion de démontrer que cette énergie vitale que nous, spirites, trouvons dans le périsprit, dans le fluide universel qui modèle et vitalise, il la trouvait dans des cœurs retirés du thorax et parfois placés sur un plateau qui continuait à vibrer, à battre, jusqu'au moment de la mort. Il a suivi des personnes transplantées, ayant besoin d'une double greffe, cœur-poumon, et leur cœur sain, car le problème était pulmonaire, était transplanté sur une autre personne. Et il eut l'occasion de parler à la personne qui portait maintenant son cœur, alors qu'il avait reçu un poumon et un cœur d'une autre personne ayant eu une mort cérébrale. Il était donc là, regardant l'autre, et lui demanda « Y a-t-il eu un changement dans votre vie ?» Et l'autre dit « Oui, j'étais très irascible avant l'opération. Maintenant,
Je suis plus calme. Je m'énervais pour n'importe quoi. Maintenant, je reste cool. Je ne m'énerve plus autant. Et il cita plusieurs de ses caractéristiques personnelles. Ce qui, pour la plupart des médecins, est le résultat répété de fortes doses de substances ingérées afin d'éviter le rejet de la greffe. Mais ce cœur s'imposait, s'ajustait en volume. Par son emplacement dans la cage thoracique, en plus de favoriser la vie, il transmettait simultanément plusieurs ressources qui favorisent la vie. Il a observé, par exemple, le cas très particulier d'une dame qui voyageait avec son mari et pendant le voyage, ils ont eu une de ces petites querelles, très normales dans toutes les relations. Elle qui avait toujours ses petits soucis avec son mari, il s'excusait, mais ce jour-là, elle décida de taire sa peine et continua son voyage avec ressentiment. Il est très courant de voir des gens s'énerver, faire la moue, tourner le dos et montrer qu'ils sont profondément blessés, qu'ils sont offensés. Quand soudain, une voiture est arrivée dans la direction opposée et elle ne vit que les phares. Elle a crié à son mari, « Qu'est-ce que c'est ?» Puis, elle perdit connaissance suite à une collision frontale. Quand elle se réveilla à l'hôpital, elle apprit que son mari était en état de mort cérébrale, suivi peu après de la mort encéphalique. Comme il était un donneur spontané, son cœur fut transplanté à un jeune homme. Elle s'est remise et un an plus tard, elle voulut rencontrer le jeune homme qui portait désormais le cœur de son mari. Après de nombreuses procédures, car normalement les lois américaines ne le permettent pas, elle réussit à parler au jeune homme qui était espagnol. Il parlait anglais avec un très fort accent. Sa famille avait également accepté et la rencontre fut très spéciale, avec une certaine gêne. Car la personne qui va recevoir une greffe du cœur, le cerveau dit vite non dans la culture américaine, comme s'il parlait. Il peut provenir d'un noir ou d'un indien ou d'une personne démente ou d'un jeune ou d'un jaune. Vous vous imaginez être blanc recevant le cœur d'un noir? Et la vie est très spéciale. La première transplantation cardiaque réalisée avec succès à la ville au Cap, dans la ville du Cap, dans les années 1960, par un cardiologue devenu célèbre, était le cœur d'un noir accidenté, transféré à un blanc sous l'apartheid. Dès lors, il portait un cœur rouge, bien sûr, mais qui venait d'une peau noire. Et il survécut grâce au noir bien plus fort que le blanc. C'est ce que disent les personnes âgées. Qui atteignent 100 ans et plus, des jaunes, noirs et rarement blancs. Alors maintenant, le garçon espagnol avait le cœur d'un wasp, blanc, anglo-saxon, protestant, ce qui caractérise le type américain. Ils sont fiers de ces 4 lettres WASP. Alors, ils les synthétisent et beaucoup
lorsqu'ils vont se faire greffer, demandent que ce soit un cœur compatible avec leur façon d'être. Mais la veuve, sachant que le cœur était porté par un jeune d'origine hispanique, devint curieuse, et quand elle le rencontra avec sa mère, elle devint timide, et lui aussi. Il portait le cœur de son mari. Mon Dieu, où en sommes-nous arrivés? Alors, si on me dit, Divaldo, un bisou sur ton cœur, sûrement pas arracher mon cœur pour l'embrasser, non, embrassez-moi le front, la main, mais pas le cœur. Alors, elle brisa la glace et lui demanda, « Avez-vous noté des changements dans votre vie ?»« Oui, madame. J'étais carnivore et je suis devenu végétarien. » Elle est devenue blême, car son mari était végétarien. Sa mère dit alors, « Mon fils a complètement changé. Maintenant, il veut juste écouter de la musique des années 50. Et il adorait le rock. » C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années et son mari avait la cinquantaine. Il n'aime que la musique des années 50 et a trouvé un mot intraduisible en portugais. Supimpa. Mon mari ne changera jamais, car chaque fois que tout allait bien, il disait « Supimpa ». Et lui, sans jamais avoir eu de contact avec vous, et sans savoir à qui appartenait le cœur, il a acquis les mémoires cellulaires que contenait le cœur. Le grand chercheur en immunologie dit que c'est la preuve que nos organes, avec leur mémoire, les transmettent et que nous pouvons les assimiler. Dans une observation périphérique moins scientifique, je me rappelle qu'un couple, après avoir longtemps vécu ensemble, acquiert l'aura l'un de l'autre. Ils se ressemblent de telle sorte qu'en plus d'assimiler les apparences psychologiques, les habitudes, ils assimilent leur apparence physique. Allez voir, je me dis, mon Dieu, comme ils se ressemblent. Il est grand, elle est petite. Il est blanc, elle est métisse. Elle a les cheveux bouclés et lui les cheveux raides. Et pourtant, comme ils se ressemblent. Sont-ils frères? C'est que ce fluide, cette énergie V du Dr Pearsall est fascinante car elle change, pas de manière radicale, mais de manière nécessaire, notre comportement, nous invitant à écouter avec notre cœur. Nous vivons habituellement armés. La personne dit quelque chose et on se dit « Tu crois que tu me trompes ? Tu crois que je vais tomber dans le panneau ? Je me suis déjà fait avoir, maintenant que je suis armé. » Les erreurs du cerveau. Il est toujours sur la défensive. Or, le cœur est ouvert. Si un tel m'a trompé une fois, deux ou trois, c'est son problème, pas le mien. Si la personne va encore me tromper, c'est son affaire. Si la personne va me trahir, pire pour elle. Cela nous donne une tranquillité d'esprit qui confirme la proposition de Jésus. Être comme les enfants, être pur. Les Hawaïens proposent de garder une âme pure, de ne pas laisser la saleté des autres tacher notre âme candide. Et nous avons vraiment besoin de trouver le bonheur de cette ingénuité, de cette pureté de cœur.